Journal de Jonathan Harker, 1er octobre au soir. Je trouvais Thomas Snelling chez lui, mais malheureusement il n'était pas en état de se rappeler quoi que ce fût. À l'annonce de ma visite, il avait déjà eu envie de boire de la bière sans m'attendre, et il avait commencé de bonne heure à s'enivrer. Cependant sa femme, qui semble être une brave femme et honnête créature, m'apprit qu'il était seulement l'ouvrier de Smollet. Je me rendis donc à Walsworth chez Joseph Smollet. J'arrivai au moment où il était à table, prenant le thé en manche de chemise. C'est un garçon bon, intelligent, un ouvrier en qui on peut avoir confiance et qui a des idées. Il se souvenait parfaitement de l'incident qui avait eu lieu lorsqu'il était venu chercher les caisses à Carfax, et après avoir consulté un étonnant petit calepin aux pages cornées, il me parla de la destination des caisses. Il en avait transporté 6, me dit-il, de Carfax au numéro 197 Chicksand Street. Puis il en avait déposé 6 autres à Jamaica Lane. Si donc le comte désirait disperser un peu partout dans Londres ces horribles caisses qui lui servaient de refuge, il avait choisi Chicksand Street et Jamaica Lane comme premier dépôt, où il pourrait ensuite les expédier en divers endroits. Ce qui me donna à penser qu'il pourrait ne pas se confiner uniquement dans 2 quartiers de Londres. Je demandai alors à Smollet s'il pouvait me dire si on avait été chercher à Carfax d'autres caisses encore. « Ben, patron, me répondit-il, vous avez été fameusement généreux pour moi. » Je lui avais glissé dans la main un demi-souverain. « Aussi, je vais vous dire tout ce que je sais. Il y a 4 soirs d'ici, à l'enseigne du lièvre et des chiens, dans Pincher's Alley, j'ai entendu raconter par un certain Bloxham que lui et un autre camionneur étaient allés dans une vieille maison de Purfleet faire un travail pendant lequel ils avaient avalé des kilos de poussière. Comme ça n'arrive pas tous les jours, je pense que ce Sam Bloxham pourrait encore vous donner des détails là-dessus. S'il parvenait à me trouver l'adresse de ce Bloxham, lui dis-je, cela lui vaudrait un nouveau demi-souverain, de sorte que, ayant rapidement avalé le reste de son thé, il se leva, déclara qu'il allait rechercher partout le dit Bloxham. Il me reconduisit jusqu'à la porte, et sur le seuil me dit encore « Voyez-vous, monsieur, il n'y a aucune raison pour que je vous retienne ici. Il se peut que je trouve Sam tout de suite, mais il se peut que non. De toute façon, il dira pas grand-chose ce soir. C'est qu'il est difficile de tirer quelque chose de lui quand il a bu. Si vous voulez me donner une enveloppe avec un timbre dessus et y mettre votre adresse, quand je saurai où on peut trouver Sam, je vous l'enverrai cette enveloppe. Mais il faudra venir chez lui tôt le matin, ou bien vous le manquerez, car il se lève toujours de bonne heure, qu'il soit sous ou pas sous la veille. » Tout cela était fort bien raisonné. Je donnai un penny à l'un des enfants, lui demandant d'aller acheter une enveloppe et un timbre, et lui dit de garder pour lui la monnaie. La petite fille revint, j'écrivis mon adresse sur l'enveloppe, y collai le timbre et fis promettre à Smollet de me l'envoyer dès qu'il saurait où l'autre habitait. Puis je pris le chemin du retour. Enfin, le mystère commence à s'éclaircir. Peu à peu, je suis très fatiguée ce soir, je voudrais dormir. Mina, elle, dort profondément, et elle est toute pâle, trop pâle me semble-t-il. À voir ses yeux, on dirait qu'elle a pleuré. Pauvre chérie. Depuis que nous la tenons à l'écart de nos délibérations et de nos projets immédiats et autres, elle est inquiète. Doublement inquiète, j'en suis sûre. Et pourtant nous avons bien fait de prendre cette décision. Il vaut mieux qu'elle soit quelque peu désappointée et anxieuse momentanément, plutôt que d'avoir dans quelque temps les nerfs complètement ébranlés. Les 2 médecins avaient décidément raison de ne plus vouloir qu'elle participe à notre entreprise. Et en ce qui me concerne, encore une fois, il faut que je tienne bon. Je sais que c'est surtout sur moi que va peser ce fardeau de silence. Mais sous aucun prétexte, je n'aborderai plus ce sujet avec Mina. Je ne crois pas, après tout, que ce soit très difficile, car elle-même pour le moment semble préférer n'en rien dire. Depuis que nous lui avons fait part de notre décision, elle n'a plus fait la moindre allusion, ni au comte, ni à ses agissements. 2 octobre au soir. Journée fatigante, excitante, et qui semblait ne jamais devoir finir. Au courrier du matin, j'ai reçu l'enveloppe portant ma propre écriture. Elle contenait un petit bout de papier tout souillé, sur lequel une adresse était grossièrement dériphonée au crayon. Sam Bloxham, 4 Potter Court, Barrel Street. Demandait le directeur. C'est encore au lit que je lus cette lettre et je me levai sans éveiller Mina. Dans son sommeil, elle paraissait très pâle, fort lasse et vraiment pas bien du tout. Je la laissai dormir, mais j'étais décidée d'autre part lorsque je reviendrais de cette nouvelle démarche à la persuader de retourner à Exeter. Elle serait plus heureuse chez nous, forcément occupée de son intérieur, qu'ici, parmi nous, m'est tenue dans l'ignorance. Je ne fis qu'entrevoir le docteur Seward, je lui dis où j'allais, lui promis de revenir le plus tôt possible et les mettre au courant, lui et les autres, de ce que j'avais découvert. Arrivé à Walsworth, j'eus quelques difficultés à trouver Potter's Court. L'orthographe de M. Smollet m'induisit en erreur quant à l'adresse. Pourtant, une fois que je fus dans Potter's Court, je me dirigeai sans hésitation vers la maison de Corcoran.
Quand, à l'homme qui vint m'ouvrir, je demandai le directeur, croyant que c'était ainsi qu'on l'appelait dans le voisinage, il me répondit en hochant la tête « Connais pas, y a pas de directeur ici. Jamais de ma vie je n'ai entendu parler de directeur ici. » Je pris la lettre de Smollet et en la lisant, j'eus l'impression que, comme pour le nom de la cour, je faisais des erreurs quant au nom de l'homme. « Qui êtes-vous » demandai-je à mon interlocuteur. « Mais l'illégué, » répondit-il. Je compris à l'instant que j'étais sur la bonne piste, l'orthographe de Smollet, encore une fois. Une demi-couronne suffit à mettre à ma disposition tout ce que savait le délégué, et j'appris de la sorte que M. Bloxham, qui s'était remis de sa soulographie de la veille, en passant la nuit chez Corcoran, était parti dès 5 heures du matin pour Poplar, où il travaillait. Corcoran ne put m'indiquer la situation exacte de l'entrepôt où je le trouverais, mais cet entrepôt, il me le décrivit vaguement comme tout ce qu'il y a de neuf et de moderne. Et c'est fort de ce renseignement que je me mis en route pour Poplar. Il était près de midi lorsque l'on crut pouvoir m'indiquer où se trouvait ce bâtiment en question. Et cela dans un café où quelques ouvriers prenaient leur repas. L'un d'eux faisant allusion à un nouveau et immense magasin que l'on venait de construire à Cross Angel Street, je me dis que ce devait être ce que je cherchais et je m'y rendis tout de suite. Un bref entretien avec le portier, homme d'humeur très maussade, puis avec un contremaître, d'humeur plus maussade encore, mais que j'amadouais tous deux grâce à 2 pièces frappées aux armes du royaume, me mit sur la trace de Bloxham. On l'envoya chercher lorsque je me déclarais prêt à payer son salaire d'une journée au contremaître si on me permettait de lui poser quelques questions au sujet d'une affaire qui m'intéressait personnellement. Bloxham est un garçon à l'aspect rude et au franc-parler. Quand je lui eus promis de le payer les renseignements qu'il me demanderait, et que, en réalité, je lui donnais des gages sonnants et trébuchants de mes bonnes intentions, il me dit avoir fait entre Carfax et une maison de Piccadilly 2 trajets pour transporter dans cette dernière 9 grosses caisses, d'énormes caisses très lourdes, sur un camion tiré par un cheval qu'il avait loué à cette fin. Je lui demandai s'il se rappelait le numéro de la maison de Piccadilly. « Ma foi, patron, me répondit-il, j'ai oublié le numéro. Mais ce que je puis vous dire, c'est que c'est 2 ou 3 maisons seulement, séparent celle où j'ai amené les caisses d'une grande église blanche, ou quelque chose qui ressemble à une église, et qui en tout cas n'est pas construite depuis longtemps. C'est une vieille maison, pleine de poussière, elle aussi, et pourtant c'est pas à comparer la poussière de la maison où nous sommes allés chercher ces sacrées caisses. Comment êtes-vous entré dans ces 2 maisons, si l'une et l'autre étaient inhabitées ? Le vieux qui m'avait embauché m'attendait dans la maison de Purfleet. Il m'a aidé à soulever les caisses pour les mettre sur le camion. Malédiction, c'est bien l'homme le plus fort que j'ai jamais rencontré. Et pourtant c'est un vieillard à la moustache blanche et si maigre qu'on penserait qu'il ne peut pas renverser une ombre. Je frémis d'émotion. Oui, il prenait les caisses comme si ça avait été des paquets de thé d'une livre, tandis que moi, je soufflais encore avant de me décider à les soulever de mon côté. Et pourtant, je ne suis pas un gringalet, moi non plus. Et dans la maison de Piccadilly, comment êtes-vous entré ? Insistai-je. Il était là aussi. Il a dû faire la route très rapidement et arriver là avant moi, car lorsque j'ai sonné, c'est lui-même qui est venu ouvrir la porte et qui m'a aidé à porter les caisses dans le corridor. Toutes les 9 ? Toutes les 9. 5 pour le premier voyage, 4 pour le second. Quel travail! Et qui donnait soif! Je me demande encore comment je suis rentrée chez moi. Avez-vous laissé les caisses dans le corridor? Oui, c'était un corridor où il n'y avait aucun meuble. Vous n'aviez pas la clé? Ni clé ni rien du tout. Le vieux monsieur, comme il avait ouvert la porte lui-même, l'a refermée quand je suis partie. Vrai, pour la dernière fois, je ne me souviens pas très bien, à cause de la bière. Et vous ne vous rappelez pas le numéro de la maison? Non, monsieur. Mais vous la trouveriez facilement, cette maison. Elle est haute, la façade est en pierre, avec un beau Windows et un perron. Je m'en souviens de ce perron, ayant dû y monter les caisses avec 3 badauds qui sont venus me donner un coup de main dans l'espoir de gagner quelques pence. Le vieux monsieur leur a donné des shillings, et quand ils ont vu ça, ils ont attendu pour avoir encore davantage. Mais le vieux en a saisi un par les épaules et l'aurait envoyé rouler au bas de l'escalier, si tous ne s'étaient pas enfuis aussitôt en jurant. Jugeant qu'après une telle description, je reconnaîtrais facilement la maison, je payai l'homme qui m'avait renseigné, et je partis pour Piccadilly. Je venais d'apprendre, entre autres choses, un fait déconcertant. Le comte pouvait soulever lui-même les coffres remplis de terre. Chaque minute était donc précieuse, car maintenant qu'il les avait fait déposer en divers endroits, il pouvait à l'heure de son choix compléter sa tâche sans que personne ne s'en aperçût. À Piccadilly Circus, je descendis du fiacre et je m'en allai vers l'ouest du quartier. Je venais de passer devant le Junior Constitutional lorsque j'aperçus la maison en question. C'était bien un des repères de Dracula, je n'en doutais pas un instant. Cette maison paraissait inoccupée depuis très longtemps. Les volets étaient ouverts, mais une épaisse couche de poussière recouvrait les fenêtres. Le temps avait noirci toutes les boiseries, et il ne restait plus trace de peinture sur aucun des ornements de fer. On devinait que, naguère encore, une affiche cachait une grande partie du balcon. Elle venait d'être grossièrement arrachée. Les montants qui la fixaient étaient toujours là. J'aurais donné beaucoup pour voir cette affiche encore intacte.
Elle m'eut permis d'apprendre le nom du propriétaire de la maison. Je me rappelais comment j'avais fait les découvertes qui avaient abouti à l'achat de Carfax, et il me semblait que si je connaissais l'ancien propriétaire, il me serait possible d'entrer dans la maison. Il ne servait à rien de rester dans Piccadilly, mais qu'aurais-je donc pu apprendre de plus? Qu'aurais-je fait? Je contournais donc la maison, me disant que peut-être de l'autre côté je verrais quelque chose d'intéressant. Dans les écuries, il y avait beaucoup d'animation. Rencontrant un ou deux palefreniers, je leur demandais ce qu'ils savaient de cette maison vide. L'un d'eux me répondit qu'il avait appris qu'elle venait d'être achetée, mais qu'il ignorait par qui. Il ajouta qu'à peine 2 ou 3 jours auparavant, on voyait encore au balcon de la maison une pancarte annonçant qu'elle était à vendre, et que, peut-être si je m'adressais à la firme Mitchell & Sons, j'obtiendrais des renseignements que je cherchais, car il croyait bien se souvenir avoir lu sur l'affiche le nom des courtiers dans l'immeuble. Ne voulant pas paraître trop intéressé par la chose, je me contentais de ces quelques détails, remerciai mon interlocuteur et m'éloignai. Le soir approchait, aussi ne perdis-je point de temps. Puisque je connaissais l'adresse de Mitchell & Sons, je me rendis aussitôt à leur bureau, à Sackville Street. L'employé qui me reçut se montra particulièrement affable, mais aussi laconique. Il me dit que cette maison de Piccadilly était vendue, puis il considéra notre entretien comme terminé. Aussi, lorsque je lui demandai encore qui l'avait acheté, il ouvrit de grands yeux, et l'air assez étonné attendit quelques secondes avant de répéter « Elle est vendue, monsieur ». Je vous prie de m'excuser, insistai-je, très poli, moi aussi, mais je désire savoir qui l'a acheté. J'ai pour cela d'excellentes raisons, croyez-moi. De nouveau il attendit, et cette fois plus longtemps cependant, qu'il haussait de plus en plus les sourcils. « Elle est vendue, monsieur. » « Assurément, répliquai-je, vous pourriez me donner quelques détails à ce sujet. » « Mais non, monsieur. Chez Mitchell & Sons, les relations avec les clients sont absolument confidentielles. » « Vos clients, monsieur, ont de la chance d'avoir des hommes d'affaires dignes d'une telle confiance. J'appartiens moi-même à la profession. » Je lui tendis ma carte, et ce n'est pas de la curiosité qui m'amène ici, croyez-le. Je viens de la part de Lord Godalming, qui désirerait quelques renseignements au sujet de cette propriété, qui, il y a peu de temps encore, a-t-il appris, était à vendre. Ceci fit prendre à l'affaire une autre tournure. Monsieur Harker, je me demanderais qu'à vous obliger, si je le pouvais, et surtout, ce serait un véritable plaisir d'obliger sa seigneurie, mais nous sommes déjà chargés de louer pour lui une garçonnière quand il était encore l'honorable Arthur Holmwood. Si vous voulez bien me donner l'adresse de Lord Godalming, je parlerai de la chose au directeur, et dans tous les cas, j'écrirai à sa seigneurie dès ce soir. Nous ne serons que trop heureux s'il nous est possible de déroger à l'usage afin d'établir et de donner à sa seigneurie des renseignements désirés. Comme il me fallait faire de lui un ami et non un ennemi, je le remerciai de sa serviabilité, lui donnai l'adresse du docteur Seward et le quittai. Il faisait nuit, je me sentais fatiguée, j'avais faim. Je pris une tasse de thé avant de rentrer à Purfleet par le prochain train. Je trouvais tous les autres réunis. Mina, toujours très pâle, paraissait encore fatiguée. Mais elle fit un visible effort pour montrer de la gaieté. Cela me déchirait le cœur de penser qu'il me fallait lui taire tant de choses, et que, de ce fait, son inquiétude s'aggravait. Dieu merci, c'est le dernier soir qu'elle assiste à nos réunions avec ce sentiment, combien amer sans doute, de ne plus être notre confidente. Pour ma part, il me faut beaucoup de courage pour tenir ma sage résolution. Toutefois, Mina, elle, semble parfaitement accepter la situation. Ou bien est-ce que toute cette aventure lui répugne à présent? Pour peu qu'on y fasse allusion devant elle, on la devine qui frémit. Heureusement, nous avons pris notre décision à temps, car nos découvertes progressives auraient finalement été pour elle une véritable torture. Je devais attendre d'être seule avec le docteur Seward et nos autres amis pour leur faire part de ce que je venais d'apprendre. De sorte, après le dîner et après avoir fait un peu de musique, afin de sauver les apparences, même pour nous-mêmes, je montai avec Mina, puis la laissai se mettre au lit. La chère enfant se montra pour moi plus tendre que jamais, noua ses bras autour de mon cou, comme pour m'empêcher de la quitter à nouveau. Mais j'avais beaucoup de choses à raconter à ceux qui m'attendaient en bas et je dus bien la laisser seule. Grâce à Dieu, malgré ce silence que nous observons sur certains sujets, rien n'est changé entre elle et moi. Quand je redescendis, le docteur Seward et ses amis étaient assis autour du feu dans le bureau du docteur. Je leur lus les pages de mon journal que j'avais écrites dans le train et qui relataient ma journée. Lorsque j'eus terminé, Van Helsing déclara « C'est une importante découverte, ami Jonathan. À n'en pas douter, nous allons retrouver ces caisses. Si elles sont toutes dans cette maison de Piccadilly, notre travail est presque accompli. D'autre part, si quelques-unes manquent encore, nous devrons les chercher et les trouver, elles aussi, à tout prix. Il ne nous restera plus alors qu'à porter un coup final et acculer le monstre à sa mort véritable. » Nous restâmes tous silencieux un moment, puis soudain, M. Morris demanda « Dites-moi, comment ferons-nous pour entrer dans cette maison ?»« Nous sommes bien entrés dans l'autre, » répliqua vivement Lord Godalming. « Voyons, Hart, il ne s'agit pas du tout de la même chose. À Carfax, nous sommes entrés en crochetant la serrure, mais nous avions pour nous protéger la nuit et un parc entouré de murs. Il faudra nous y prendre tout à fait autrement si nous voulons nous introduire dans une maison de Piccadilly, que ce soit de jour ou de nuit. »
J'avoue que je ne vois pas comment nous y parviendrons, à moins que cet amour d'employé ne puisse nous procurer une clé. Peut-être serons-nous fixés sur ce point quand vous recevrez sa lettre demain matin. Les sourcils froncés, Lord Godalming se leva, se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Tout à coup, il s'arrêta et se tournant vers chacun de nous, l'un après l'autre. « Kinsey a parfaitement raison, dit-il. Cette affaire sent trop le cambriolage et devient des plus sérieuses. Nous nous en sommes tirés une fois, mais maintenant, nous allons nous trouver devant une difficulté réelle. À moins que, en effet, nous ne puissions d'une manière ou d'une autre obtenir les clés du compte. » Comme de toute façon nous ne pouvions rien faire avant le lendemain matin et qu'il était sage d'attendre que Lord Godalming ait reçu des nouvelles de la firme Mitchell, nous décidâmes de ne prendre aucune décision avant le petit déjeuner. J'en ai profité pour relater dans mon journal les dernières heures de cette journée. Je suis très fatiguée, je vais me coucher. Encore quelques mots pourtant. Mina dort profondément, sa respiration est régulière. De petites rides apparaissent sur son front, comme si même dans son sommeil un souci la poursuivait. Encore très pâle. Elle paraît pourtant être mieux que ce matin. Demain, je l'espère, elle sera tout à fait remise quand elle se retrouvera chez elle, dans notre maison d'Exeter. Oh, que j'ai sommeil. Journal du docteur Seward, 1er octobre. De nouveau, je ne sais que penser au sujet d'Arenfield. Il change d'humeur à tout moment. Aussi, ai-je à peine le temps d'essayer de saisir pourquoi il se comporte de telle ou telle façon. D'autre part, comme ses sautes d'humeur ne dépendent pas uniquement du bien-être qu'il ressent, l'étude de ses caprices me paraît du plus haut intérêt. Ce matin, quand je suis allée le trouver après qu'il eut si mal accueilli Van Helsing, ses manières étaient celles d'un homme maître de son destin. De fait, il l'était, maître de son destin, mais subjectivement. En réalité, il ne se souciait guère des choses d'ici-bas, il vivait dans les nuages, et c'est de ce point de vue qu'il considérait nos faiblesses à nous, mortels. Je me proposais de saisir une occasion pour apprendre quelque chose. « Et ces mouches, qu'en pensez-vous aujourd'hui » lui demandai-je. Il me sourit en me regardant d'un air de supériorité, sourire qui aurait convenu à Malvolio, et il me répondit « La mouche, cher monsieur, possède une caractéristique frappante. Ses ailes représentent idéalement le pouvoir aérien des facultés psychiques. Les anciens avaient raison quand ils représentaient l'âme sous forme d'un papillon. » Je voulus le forcer à poursuivre l'analogie aussi loin qu'il pourrait le faire logiquement. Aussi répliquai-je aussitôt « Oh, c'est donc une âme que vous cherchez à présent ?» Sa folie l'emporta sur sa raison et sa perplexité se lut sur son visage, cependant qu'il se disait en secouant la tête avec un air décidé que j'avais rarement vu chez lui. « Mais non, mais non, mais non, il n'est pas question d'une âme, c'est la vie que je veux, voilà tout. » Puis ses traits se détendirent et il reprit. « D'ailleurs, pour le moment, ça m'est égal. La vie, c'est parfait. J'ai tout ce que j'ai désiré. Il vous faudra un nouveau malade, docteur, si vous voulez étudier la zoophagie. » « Alors, vous disposez de la vie. Vous êtes un dieu, je suppose. » Il eut à nouveau un sourire de supériorité, mais très doux également. « Oh, non, loin de moi la pensée de me conférer de tels attributs de divinité. Je ne suis même pas en cause pour ce qui est de ces actes spirituels. Si je dois définir ma position intellectuelle par rapport aux choses purement terrestres, elle ressemble à celle qu'Enoch occupait sur le plan spirituel. Tout cela est assez confus pour moi. Au moment même, il me fut impossible de me rappeler le rôle qu'avait exactement tenu Enoch. Il me fallait donc poser une question, quitte à baisser dans l'estime de ce malade. À celle d'Enoch. Pourquoi ? Parce qu'il marchait avec Dieu ? Je ne saisis pas le rapport, mais je ne voulais pas l'avouer. Je préférais revenir à ce qu'il avait dit précédemment. Donc, vous ne vous souciez pas des âmes et peu de la vie. Et pourquoi, dites-moi ? Ma question, je l'avais posée sur un ton assez abrupt afin de le décontenancer. J'y avais réussi car un moment, et sans s'en rendre compte, il retrouva son attitude humble, s'inclina très bas devant moi, fit réellement le chien couchant, tandis qu'il me répondait « Non, bien sûr, je ne me soucie pas des âmes. Je n'en veux pas, c'est la pure vérité. Je ne saurais qu'en faire si j'en avais. Elles ne me serviraient à rien. Je ne pourrais pas les manger, ni... » Il s'interrompit, et son air rusé reconquit soudain son visage, comme un coup de vent balaye la surface de l'eau. « Quant à la vie, docteur, qu'est-ce que c'est après tout ? Une fois que vous jouissez de tout ce dont vous avez besoin, et que vous savez que vous ne manquerez jamais de rien, que faudrait-il attendre encore d'autres ? J'ai des amis, de très bons amis, comme vous, docteur. » Il avait dit ceci en me lançant un regard de côté, « Et je sais qu'il ne me manquera jamais rien de ce qu'il me faut, à moi, pour vivre. » Je pense que malgré la confusion de son esprit, il comprit que je n'étais pas près de l'approuver, car il se réfugia aussitôt dans un silence obstiné, ce que finissent toujours par faire ces malades. Convaincu qu'il était inutile de chercher à poursuivre l'entretien, je le laissai. Un peu plus tard dans la journée, on vint me dire qu'il me demandait. Je ne vais le voir que lorsque j'ai pour cela une raison déterminée, mais ces temps-ci, il m'intéresse à ce point que je ne voulus pas lui opposer un refus. Et s'il faut, pour tout dire,
Et s'il faut tout dire, qu'aurais-je d'autre à faire pour passer le temps? Harker est sorti pour faire ses recherches, de même Lord Godalming et Kinsey. Van Helsing est dans mon bureau et étudie les documents qu'ont préparés les Harker. Il espère, dirait-on, que tous ces détails le mettront sur quelques pistes, et il ne veut pas être distrait de son travail sans raison sérieuse. À vrai dire, j'aurais aimé qu'il m'accompagnât chez Renfield, mais lui-même, peut-être, n'y aurait pas tenu, après leur dernière entrevue. D'autre part, je craignais que Renfield ne parlât plus aussi ouvertement en présence d'un tiers. Je le trouvais au milieu de la pièce, assis sur son tabouret, ce qui en général indique chez lui une certaine activité de la pensée. J'étais à peine entrée dans la chambre qu'il me demanda, comme si cette question avait été prête sur ses lèvres. « Que pensez-vous des âmes ?» Je ne m'étais pas trompée. Chez le fou, comme chez l'homme normal, l'esprit travaille parfois sans qu'il en ait conscience. Mais je voulus en être certain. « Qu'en pensez-vous vous-même » fis-je. Il demeura un moment sans répondre, regardant autour de lui, au plafond, puis le long des murs, comme s'il avait espéré une inspiration qui viendrait lui donner la réponse. « Je ne veux aucune âme, me répondit-il doucement, et peut-être pour se disculper d'avance. J'avais l'impression que c'était chez lui une idée fixe, et je décidai de m'en servir. Par la cruauté, on arrive à la bonté. Vous aimez la vie et vous voulez la vie, n'est-ce pas? Oh oui, c'est cela, c'est bien cela. La vie, c'est tout ce qu'il nous faut. Mais comment obtenir la vie sans obtenir l'âme également? Comme cette question paraissait l'embarrasser, je repris. Je vous souhaite du bon temps quand vous vous envolerez d'ici avec les âmes de milliers de mouches et d'araignées et d'oiseaux et de chats, bourdonnant, gazouillant et miaulant tout autour de vous. Vous leur avez pris la vie, il faut maintenant que vous acceptiez leur âme. Quelque chose sembla frapper son imagination car il se boucha les oreilles, ferma les yeux, les ferma avec le même refus obstiné d'un petit garçon à qui on savonne le visage. J'en fus profondément touchée, et à mon émotion se mêlait le sentiment d'avoir devant moi un enfant. Oui, un enfant, bien que ses traits fussent déjà ceux d'un vieil homme et que la barbe de 3 jours fût blanche, sans aucun doute il souffrait en ce moment de quelques nouveaux troubles. Sachant comment, dans ses crises précédentes, il avait interprété certaines choses qui, apparemment du moins, ne le concernaient pas, je jugeais prudent d'entrer dans ses vues. Tout d'abord, il fallait lui rendre confiance. Je lui demandai, en parlant assez haut pour qu'il m'entendît, bien qu'il n'eût pas cessé de se boucher les oreilles, « Voulez-vous un peu de sucre pour attirer vos mouches ?» Il comprit tout de suite, hocha la tête et me répondit en riant, « Oh, vous savez, les mouches, après tout, ce sont de pauvres petites créatures. » Il se tut un moment, puis ajouta, « Mais je ne désire tout de même pas que leurs âmes viennent bourdonner autour de moi. » Et les araignées? Je me moque des araignées. À quoi servent les araignées? Il n'y a rien en elles que l'on puisse manger ou... Il s'interrompit comme s'il se souvenait soudain qu'il ne devait pas aborder certains sujets. Bon, me dis-je, voilà la 2e fois qu'il s'arrête avant de prononcer le mot boire. Pourquoi? Lui-même s'aperçut sans doute de l'erreur qu'il venait de commettre en n'achevant pas sa phrase, et il reprit aussitôt, comme pour détourner mon attention. Je ne m'intéresse pas le moins du monde à tout ça. Les rats et les souris et tous ces petits animaux, comme écrit Shakespeare, nourriture de poulet, pourrait-on dire. Pour moi, fini toutes ces sottises. Vous pourriez tout aussi bien demander à un homme de manger des molécules avec des baguettes chinoises que d'essayer de m'intéresser à ces carnivores inférieurs, maintenant que je sais ce qui m'attend. Je vois. Ce que vous voulez, ce sont des animaux dans lesquels vous puissiez mordre à pleines dents. Aimeriez-vous que l'on vous apporte un éléphant au petit déjeuner? Est-ce idiot? Est-ce ridicule ce que vous dites là? Je me demande, fis-je pensif, à quoi ressemble une âme d'éléphant? J'obtins l'effet désiré, car immédiatement il cessa de monter sur ses grands chevaux et à nouveau redevint semblable à un enfant. « Je ne veux pas l'âme d'un éléphant, dit-il, je ne veux aucune âme. » Il resta immobile un instant, sans rien dire, l'air découragé. Brusquement, il repoussa son tabouret et se leva, les yeux brillants et visiblement en proie à une véritable exaltation. « Allez au diable, vous et vos âmes, s'écria-t-il. Pourquoi me tourmentez-vous ainsi en me parlant des âmes? N'y a-t-il pas déjà assez de choses qui me contrarient et me font souffrir, m'affolent, sans que j'aie à penser aux âmes? » Il paraissait si furieux que je craignis qu'il ne se jetât à nouveau sur moi dans l'intention de me tuer. Aussi je pris mon sifflet afin d'appeler les surveillants, mais aussitôt il se calma et me dit en s'excusant « Pardonnez-moi, docteur, je me suis oublié. N'appelez personne, c'est inutile. Mais tant de choses me préoccupent que je mérite pour un rien. Si seulement vous saviez le problème que j'ai à résoudre, vous auriez pitié de moi, et vous me pardonneriez mes éclats. Je vous en prie, ne me mettez pas la camisole de force. Il me faut beaucoup réfléchir et je ne puis le faire que librement lorsque mon corps lui-même est retenu prisonnier, je n'y arrive pas. Cela, je suis sûre, vous le comprendrez. » Certes, à ce moment-là, il était entièrement maître de lui.
Quand les surveillants arrivèrent, je leur dis qu'ils pouvaient se retirer. Renfield les observa tandis qu'ils sortaient de la chambre, et lorsque la porte se fut refermée sur eux, il me dit, avec tout ensemble douceur et gravité, « Vous avez eu beaucoup d'égards pour moi, docteur. Croyez bien que je vous en suis très, très reconnaissant. » Je jugeais bon de le laisser dans cette disposition d'esprit et je le quittai. Le cas de cet homme mérite que l'on examine attentivement. Plusieurs points pourraient constituer ce que cet intervieweur américain appelle une chronique, si seulement il était possible de les considérer dans l'ordre convenable. Les voici. Il ne prononce jamais le mot boire. Il frémit à la seule pensée d'être encombré de l'âme de n'importe quelle créature. Il ne craint pas de manquer de ce qu'il lui faut à lui pour vivre. Il méprise toute forme de vie inférieure, les petits animaux, encore qu'il redoute d'être hanté par leurs âmes. Logiquement, tout cela signifierait qu'il a la certitude d'accéder un jour à une vie supérieure. Mais il en redoute la conséquence, le fardeau d'une âme. Est-ce donc une vie humaine qu'il s'agit ? Et cette certitude, d'où lui vient-elle ? Dieu de miséricorde, c'est que le comte est venu à lui. À quelle nouvelle horreur devons-nous nous attendre ? Plus tard. J'ai mis Van Helsing au courant de mes soupçons. Aussitôt, il apparut très soucieux, et après un moment de réflexion, il m'a demandé de le conduire auprès de Renfield. Comme nous approchions de la porte de celui-ci, nous l'entendîmes qui chantait gaiement, ainsi qu'il le faisait souvent en un temps qui me semble maintenant fort lointain. Une fois entré, nous vîmes avec étonnement qu'il avait, comme naguère, répandu son sucre sur l'appui de fenêtre. Les mouches, moins nombreuses en cette saison automnale, commençaient à bourdonner dans la chambre. Nous voulûmes lui faire reprendre le sujet de la conversation que je venais d'avoir avec lui, mais en vain. Il continuait à chanter comme si nous n'avions pas été là. Il tenait en main un bout de papier qu'il plia, puis glissa dans son calepin. Nous sortîmes en sachant pas plus que lors de notre arrivée. Nous sommes bien décidés à observer son comportement cette nuit. Lettre de Mitchelson à Lord Godalming, 1er octobre. Milord, nous sommes toujours très heureux de pouvoir vous rendre service. Nous avons le plaisir de répondre aux désirs de votre seigneurie, désir dont nous a fait part M. Harker, en lui donnant les informations suivantes concernant la vente et l'achat de l'hôtel-ci au numéro 347 de Piccadilly. Cette propriété a été vendue par les exécuteurs testamentaires de feu M. Archibald Winter à un gentilhomme étranger, le comte de Ville, qui a personnellement effectué l'achat et qui a payé comptant, si votre seigneurie veut bien me permettre d'employer une expression si vulgaire. À part cela, nous ne savons absolument rien de cet étranger. Nous restons, milord, les humbles serviteurs de votre seigneurie. Mitchelson. Journal du Dr. Seward, 2 octobre. Hier soir, je donnai l'ordre à un surveillant de rester dans le couloir, de ne pas s'éloigner de la porte de Renfield. S'il entendait quoi que ce fût d'insolite, il devait m'en avertir aussitôt. Après le dîner, lorsque nous fûmes réunis tous autour du feu dans mon bureau, Miss Harker étant montée se coucher, chacun de nous expliqua où il en avait été ce jour-là et ce qu'il avait fait, ce qu'il avait découvert. En vérité, Harker seul était arrivé à un résultat, et nous sommes tous persuadés qu'il est important. Avant d'aller me mettre au lit, je retournai auprès du surveillant, me demandant ce qui se passait de ce côté. Je regardai moi-même par le guichet pratiqué dans la porte. Renfield dormait profondément. Sa respiration paraissait régulière. Mais ce matin, le surveillant m'a raconté qu'un peu après minuit, il a commencé à s'agiter et n'a plus cessé dès lors de réciter des prières à haute voix. Quand je lui ai demandé s'il n'avait rien d'autre à me signaler, il s'est contenté de me répondre que c'était tout ce qu'il avait entendu. Je le soupçonne de s'être endormi et je lui dis sans imbage. Il nia alors avoir dormi, mais reconnut qu'il s'était assoupi un moment. Pour se fier entièrement à ce que vous dit un homme, il faudrait le surveiller sans cesse. Aujourd'hui, Harker est parti, désireux de suivre la piste qu'il a découverte hier, tandis qu'Hart et Kinsey sont allés chercher des chevaux. Godalming juge qu'il serait souhaitable d'avoir des chevaux à notre disposition, car lorsque nous recevrons le renseignement que nous attendons, il n'y aura pas un instant à perdre. Nous devrons, entre le lever et le coucher du soleil, rendre inefficace la terre que contiennent les caisses. De cette façon, nous pourrons capturer le comte dans les moments où il est presque sans pouvoir et sans refuge aucun. Van Helsing, lui, est allé au British Museum, afin de consulter les ouvrages de médecine ancienne. Les médecins des siècles passés tenaient compte de certaines choses que nous n'admettons plus aujourd'hui. Aussi, le professeur veut-il rechercher des remèdes contre les sorcières et les démons, qui, peut-être, nous seront utiles plus tard. Il m'arrive de penser que nous sommes tous fous, et que lorsque nous reviendrons à la raison, on nous aura mis la camisole de force. Plus tard. Nous sommes à nouveau réunis. Il semble décidément que cette piste soit la bonne, et peut-être que nous accomplirons demain
ce que nous accomplirons demain sera-t-il le commencement de la fin? Je me demande si l'apaisement que nous observons maintenant chez Renfield n'est pas en rapport avec cette situation. Ses comportements contradictoires ont été liés à tel point aux agissements du comte qu'il peut avoir eu l'intuition de l'anéantissement prochain de ce monstre. Si seulement nous pouvions connaître ce qui s'est passé dans son esprit entre le moment de ma discussion avec lui et celui où il s'est remis à attraper les mouches, cela nous mettrait peut-être sur la voie. Pour l'instant, il est donc très calme, apparemment. Ces cris ne viennent-ils pas de sa chambre? Le surveillant s'est précipité dans mon bureau pour me dire que Renfield a sans doute été victime d'un accident. Il l'a entendu crier et quand il est entré dans la chambre, il l'a trouvé étendu à terre, le visage contre le plancher et tout couvert de sang. J'y vais immédiatement. Chapitre 21. Journal du docteur Seward. 3 octobre. Que l'on me permette de raconter exactement tout ce qui s'est passé, dans la mesure où je m'en souviens, depuis que j'ai fermé ce journal. Il ne me faut omettre aucun des détails qui sont restés en mémoire. Lorsque j'entrai chez Renfield, il était toujours étendu à même le plancher, légèrement sur le côté gauche, dans une mare de sang. Je voulus le soulever et je m'aperçus aussitôt qu'il était gravement blessé, surtout au visage, d'où provenait tout ce sang dans lequel il baignait. On eût dit qu'on lui avait à plusieurs reprises violemment heurté le visage contre le plancher. Le surveillant, agenouillé près de lui, me dit, tandis que nous essayions de le remettre sur le dos, « Je crois, monsieur, qu'il a la colonne vertébrale brisée. Regardez, le bras droit, la jambe droite et tous les côtés droits de son visage sont paralysés. » Comment un tel accident avait-il pu se produire? Voilà ce qui jetait mon aide dans le plus grand embarras. Je ne m'explique ni l'une ni l'autre chose, me déclara-t-il en fronçant les sourcils. Bien sûr, il a pu se blesser ainsi au visage en frappant la tête contre le plancher. Un jour, à l'asile d'Eversfield, j'ai vu une jeune femme agir de la sorte avant que l'on eût le temps de se précipiter sur elle pour l'en empêcher. De même, il a pu se casser le cou en tombant de son lit s'il a fait un faux mouvement. Mais qu'il se soit à la fois blessé au visage et brisé le dos, là, vraiment, je ne comprends pas. Avec le dos brisé, il lui était impossible de se frapper la tête contre le plancher. Et s'il avait déjà toutes ses blessures au visage avant de tomber du lit, il y aurait du sang sur le drap et les oreillers. Allez donc prier le docteur Van Helsing de venir ici immédiatement, lui dis-je. J'ai besoin de lui à l'instant même. L'homme sortit en courant et quelques minutes plus tard, le professeur apparut, en robe de chambre et en pantoufles. Il vit Renfield étendu sur le sol, l'observa 2 ou 3 secondes avec la plus grande attention, puis se tournant vers moi, je crois qu'il lut ma pensée dans mes yeux, car il dit d'un ton très calme, assurément à cause du surveillant qui nous écoutait. C'est un triste accident. Il faudra le veiller tout le temps, ne plus le laisser seul. Moi-même, je veux rester à son chevet, mais je dois d'abord aller m'habiller. Si vous voulez rester ici, je vous rejoins dans quelques minutes. Le malheureux avait maintenant une respiration stertoteuse, et il était visible qu'il avait subi un terrible choc. Van Helsing revint presque aussitôt, apportant ses instruments chirurgicaux. Déjà, il avait pris sa décision, car avant même de regarder le malade, il me dit à l'oreille « Faites sortir le surveillant. Nous devons être seuls avec lui au moment où il reprendra connaissance, après l'opération. » « Merci, Simmons, dis-je au garçon. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, il faut attendre. Le docteur Van Helsing va l'opérer. Vous, allez voir les autres malades. Prévenez-moi immédiatement s'il se passe quelque chose d'inaccoutumé. » Il sortit, et nous procédâmes à un examen minutieux du patient. Les blessures au visage étaient superficielles, ce qui était le plus grave, c'était la fracture du crâne s'étendant à peu près sur toute la zone motrice. Le professeur réfléchit un instant, puis me dit « Nous devons faire tomber la tension artérielle, la ramener à des conditions normales si c'est possible. La rapidité de l'afflux de sang prouve combien le cas est inquiétant. Le cerveau va être atteint, de sorte qu'il nous faudra le trépaner immédiatement, ou bien il sera trop tard. » Comme il prononçait ces mots, on frappa légèrement à la porte. J'allais ouvrir et me trouvai devant Arthur et Kinsey, tous deux en pyjama et en pantoufles. J'ai entendu le surveillant qui appelait le docteur Van Helsing, m'expliqua Godalming. Puis il lui parlait d'un accident, j'ai aussitôt éveillé Kinsey, ou plutôt je l'ai appelé car il ne dormait pas. Les événements se succèdent d'une manière trop étrange ces temps-ci, sans parler de leur caractère mystérieux, pour qu'aucun de nous ne puisse dormir profondément. Et j'ai pensé que, demain soir, l'aspect des choses aura changé. Nous aurons peut-être alors à regarder derrière nous, et peut-être un peu plus loin que nous ne l'avons fait jusqu'ici. Pouvons-nous entrer ? Je tins la porte ouverte jusqu'à ce qu'ils fussent dans la chambre, puis je la refermai. Lorsque Kinsey vit Renfield, et d'autre part la mare de sang, il demanda dans un simple murmure, mais l'air épouvanté, « Mon Dieu, le pauvre homme, que lui est-il donc arrivé ?» Je le mis brièvement au courant des événements en ajoutant que nous espérions qu'il reprendrait connaissance après l'opération. Pendant quelques moments tout au moins, il alla s'asseoir au bord du lit. Godalming se trouvait près de lui. Immobile et sans rien dire, tous nous observions le blessé. « Il faut attendre encore un peu, » déclara Van Helsing. « Je dois me rendre compte du point exact où je pourrais opérer et faire disparaître le caillot de sang, car il est évident que l'hémorragie devient de plus en plus forte. » Les minutes passaient avec une lenteur effrayante.
Le cœur me manquait, et je n'avais qu'à regarder Van Helsing pour comprendre qu'il n'envisageait pas sans appréhension ce qui allait se passer. Pour ma part, en vérité, c'était ce que Renfield pourrait nous dire que je redoutais. Je n'osais pas y penser. La respiration du malheureux était maintenant entrecoupée de hoquets. Cependant, à chaque instant, on avait l'impression qu'il allait ouvrir les yeux et se mettre à parler, mais alors sa respiration redevenait stertoteuse et il retombait dans une inconscience totale. Bien que je fusse habituée à me trouver au chevet des malades et des moribonds, cette attente angoissante me devenait insupportable. J'entendais battre mon propre cœur et le sang affluait à mes tempes par bouffées brusques. On eût dit comme des coups de marteau. Je regardais mes compagnons l'un après l'autre et je devinais, à voir leurs visages cramoisis et leurs fronts couverts de sueur, qu'ils enduraient le même supplice. Il était évident que la mort pouvait survenir d'un moment à l'autre. Je me retournai à nouveau vers le professeur et nous regardâmes longuement dans les yeux. « Plus une minute à perdre, fit-il. Ce qu'il peut nous révéler sauvera peut-être de nombreuses vies. Et il y va peut-être même du salut d'une âme. Nous allons le trépaner jusqu'au-dessus de l'oreille. » Sans en dire davantage, il se mit à opérer. Pendant quelques minutes encore, la respiration fut stertoteuse, puis le patient eut un râle si prolongé que l'on avait l'impression qu'il lui déchirait la poitrine. Enfin, il ouvrit les yeux. Des yeux égarés. Bientôt pourtant on vit sur son visage une expression de surprise heureuse, et de ses lèvres échappa un soupir de soulagement. Il eut quelques mouvements convulsifs cependant qu'il disait « Je serai calme, docteur. Dites-leur qu'il m'enlève la camisole de force. J'ai fait un rêve affreux, qui m'a tellement épuisé que je ne peux plus bouger. Qu'est-ce que j'ai au visage? J'ai l'impression qu'il est tout en feu. Et il me brûle terriblement. » Il essaya de tourner la tête, mais il n'était même plus capable de cet effort. Son regard redevint fixe, l'œil vitreux. Très doucement, je le redressai. Puis Van Helsing dit lentement, avec gravité, « Racontez-nous votre rêve, monsieur Renfield. » Quand il reconnut la voix du professeur, son visage, malgré ses blessures, rayonna. « Mais c'est le docteur Van Helsing, que c'est aimable à vous d'être venu ici. Donnez-moi un peu d'eau, j'ai les lèvres toutes sèches, puis j'essaierai de vous raconter. J'ai rêvé... » Mais il s'arrêta aussitôt, prêt à s'évanouir. « Vite, dis-je à Kinsey, le brandy, dans mon bureau. » Il fut presque aussitôt de retour, apportant un verre, le flacon de brandy et une carafe d'eau. Nous humectâmes les lèvres desséchées de Renfield, et il revint à lui. Mais sans doute son pauvre cerveau avait-il travaillé dans l'intervalle, comme lorsqu'il redevenu tout à fait conscient, il se tourna vers moi, un regard perçant mais si triste que je ne l'oublierai jamais, et reprit « Je ne dois pas me faire d'illusions. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était que l'affreuse vérité. » Il promena les yeux un peu partout dans la chambre et les posa finalement sur les deux hommes assis au bord de son lit. « Et si j'en doutais encore, poursuivit-il, leur présence me confirmerait cette réalité. » Il ferma les yeux un instant, non parce qu'il souffrait que la fatigue ou que la fatigue l'y incitait, mais comme s'il voulait concentrer son attention. Quand il les rouvrit, il se hâta de dire, avec plus d'énergie qu'il n'en avait jamais montré, « Vite, docteur, vite, je vais mourir. Il ne me reste que quelques minutes, je le sens, et puis je retournerai vers la mort, ou vers quelque chose de pire. Mouillez-moi encore les lèvres avec du brandy, j'ai quelque chose à dire avant de mourir, ou avant que mon pauvre cerveau ne soit tout à fait anéanti. Merci. C'est ce soir-là, quand vous m'avez quitté, après que je vous ai supplié de me laisser partir. Il m'était interdit de parler à ce moment-là, mais, à part ce sentiment d'être obligée de me taire, j'étais aussi sain d'esprit que je le suis à présent. Après votre départ, j'ai souffert d'un désespoir atroce. Pendant des heures entières m'a-t-il semblé. Puis tout d'un coup, le calme s'est fait en moi. Mon esprit retrouvait son équilibre et je compris où j'étais. J'entendis les chiens aboyer derrière notre maison. Non pas où ils se trouvaient. Tandis que Renfield parlait, Van Helsing le regardait fixement, sans rien trahir de sa pensée. À un moment donné, toutefois, sa main chercha la mienne et la serra très fort. « Continuez, dit-il à voix basse. C'est alors, poursuivit Renfield, qu'il m'est apparu à ma fenêtre, entouré d'un brouillard, ainsi que je l'avais déjà vu souvent auparavant. Mais cette fois, il n'avait rien d'un fantôme, et ses yeux étaient effrayants, comme ceux d'un homme en colère. Il riait de sa bouche rouge quand il se retournait pour regarder par-delà les arbres là où les chiens aboyaient, et ses dents blanches et pointues brillèrent au clair de lune. D'abord, je ne lui demandais pas d'entrer, et pourtant je savais que c'était cela qu'il voulait. C'est toujours cela qu'il veut. Mais alors, il s'est mis à me faire des promesses. Non, pas des promesses en paroles, mais en les réalisant à l'instant même. Comment cela, fit le professeur? Ce qu'il promettait arrivait tout de suite, comme par exemple lorsqu'il envoyait des mouches dans ma chambre quand le soleil brillait, de grosses mouches aux ailes brillantes et bleues, ou la nuit de grandes phalènes avec des têtes de mort et des tibias dessinés sur le dos. Van Helsing l'encouragea d'un signe de tête, tandis qu'il me murmurait à l'oreille, presque inconsciemment, « Ae corontia aetiestropos dis fanges »
Mais Renfield poursuivit. Il se mit à murmurer « Des rats, des rats, des rats, des centaines, des milliers, des millions de rats, et donc autant de vies, et des chiens pour les manger, et des chats aussi. Toutes ces vies, tout ce sang rouge et combien d'années de vie, ce ne sont plus seulement des mouches bourdonnantes. » Je ris franchement car je voulais voir de quoi il était capable. Alors les chiens hurlèrent là-bas, derrière les grands arbres, dans la maison, et il me fit signe de m'approcher de la fenêtre. Je me levai, j'y allai. Il leva les mains comme s'il appelait quelque chose sans devoir prononcer la moindre parole. Une masse sombre s'étendit au-dessus de la pelouse, s'éleva vers nous sous la forme d'une gerbe de feu, puis il écarta le brouillard à droite et à gauche et j'aperçus des milliers de rats avec leurs yeux rouges flamboyants, semblables aux siens, mais plus petits. À nouveau, il leva une main et tous s'arrêtèrent. Et j'avais l'impression qu'il me disait « Toutes ces vies, je vous les donne, et beaucoup d'autres encore, et beaucoup plus importantes, elles seront à vous, à travers les siècles, si vous tombez à genoux et m'adorez. » Alors un nuage rouge de la couleur du sang se forma devant mes yeux, et avant même que j'en eusse conscience de ce que je faisais, j'ouvris la fenêtre et je lui dis « Entrez, Seigneur et Maître. » Tous les rats avaient disparu, mais lui, il se glissa dans la chambre, bien que la fenêtre fût seulement entr'ouverte, exactement comme la lune s'est souvent glissée par une ouverture imperceptible pour m'apparaître dans toute sa splendeur. Sa voix devenait très faible. J'humectai une fois de plus ses lèvres avec un peu de brandy, et il se remit à parler, mais sa mémoire l'entraînant, les souvenirs qu'il évoquait l'empêchaient de suivre régulièrement le cours de son récit. Je voulus le faire revenir au point où il en était resté, mais Van Helsing me dit à l'oreille « Laissez-le aller, ne l'interrompez pas, revenir en arrière lui est impossible, et peut-être même ne pourrait-il plus rien raconter, du tout, une fois qu'il aurait perdu le fil de sa pensée. » Toute la journée, j'ai attendu, croyant qu'il allait m'envoyer quelque chose, mais non, rien, pas même une mouche à viande, et quand la lune s'est levée, j'étais en colère contre lui. Lorsque, sans même frapper, il s'est glissé dans la fenêtre, pourtant fermée, je fus pris d'une véritable fureur. Il ricana, ses yeux flamboyaient dans le brouillard, on eût dit qu'il était chez lui, et que moi, je n'existais plus. Quand il passa à côté de moi, son odeur était tout autre que d'habitude. Il me fut impossible de le retenir. Je pense qu'à ce moment, Miss Harker est entrée dans la chambre. Arthur et Kinsey quittèrent le bord du lit et vinrent se mettre derrière Renfield de sorte que celui-ci ne pouvait pas les voir. Eux, cependant, l'entendraient mieux. Ils demeuraient silencieux. Le professeur, affreusement inquiet, attendait la suite du récit. Visiblement, il s'efforçait de paraître calme. Quand Miss Harker vint me voir dans l'après-midi, elle n'était plus la même. Je ne me doutais de sa présence qu'au moment où elle se mit à parler. Non, elle ne paraissait plus être la même. Je ne me sens pas attirée par les personnes pâles. J'aime les gens qui ont beaucoup de sang. Et elle semblait ne plus en avoir du tout. Cela ne m'avait pas frappée au moment même, mais une fois qu'elle fut sortie, je me mis à réfléchir et à penser qu'il lui avait sucé la vie. J'en devenais fou. Aussi, quand il est venu ce soir, je l'attendais. J'ai vu le brouillard approcher, entrer dans la chambre, je me suis préparée à l'empoigner, ce fameux brouillard. Il paraît que les fous ont une force surnaturelle, et comme je sais que je suis fou, à certains moments du moins, j'ai décidé d'user de ce pouvoir. Oui, et il le sentait lui aussi, car il a dû sortir du brouillard pour se battre avec moi. Je tenais bon, je pensais que j'allais l'emporter. Pour rien au monde, je n'aurais voulu qu'il s'attaquât encore à la vie de cette jeune femme. Quand mon regard rencontra ses yeux, il brûlait quelque chose en moi, ma force fondit, devint pareille à de l'eau, il m'échappa, et quand je voulus l'agripper à nouveau, il me souleva et me lança à terre. Un nuage rouge se forma devant moi, j'entendis comme un roulement de tonnerre, puis le brouillard sembla se dissiper et disparaître sous la porte. Sa voix était de plus en plus faible, sa respiration de plus en plus difficile. Nous connaissons le principal maintenant, le plus terrible, dit Van Helsing. Il est donc ici et nous savons ce qu'il cherche. Peut-être n'est-il pas trop tard. Armons-nous comme de l'autre nuit, mais ne perdons pas de temps, pas une minute. Il était inutile d'exprimer par des mots notre peur, notre conviction. Pour chacun de nous, la peur, la conviction étaient les mêmes. En hâte, nous allâmes chercher dans nos chambres divers objets dont nous étions servis pour entrer dans la maison du comte. Le professeur avait les siens avec lui, et lorsque nous le rejoignîmes dans le corridor, il nous les montra en disant « Ils ne me quittent jamais, ils ne me quitteront pas un instant avant que toute cette lamentable histoire ne soit terminée. Et vous tous, mes amis, soyez prudents, car une fois encore, ce n'est pas un ennemi d'un genre ordinaire à qui nous avons affaire. Hélas, hélas, ce que cette chère Madame Mina doit souffrir. » Il se tut, la voix étouffée, et quant à moi, je ne sais si c'était la rage ou la terreur qui me tenait haletant. Devant la porte des Harker, nous nous arrêtâmes. « Allons-nous l'éveiller » demanda Kinsey. « Oui, il le faut, » répliqua Van Helsing. « Si la porte est fermée à clé, nous l'enfoncerons. »« Mais cela ne va-t-il pas l'effrayer terriblement, entrer de cette façon dans la chambre d'une dame » dit Kinsey avec le plus grand sérieux. « Comme toujours, vous avez raison, mais il s'agit de Feodmore. Un médecin peut entrer dans toutes les chambres, quand et comme il le veut. Et même si cela n'était pas vrai en général, ce le sera pour moi, ce soir. Mon ami John, je vais tourner la clenche. Si la porte ne s'ouvre pas, donnez dedans un bon coup d'épaule. Comme vous deux aussi, d'ailleurs. Allons-y !» Il tourna la clenche, mais la porte ne céda pas. Nous nous jetâmes littéralement contre elle, elle s'ouvrit avec fracas, et tous nous faillîmes nous étendre de tout notre long dans la chambre.
Le professeur, lui, tomba réellement, et tandis qu'il se relevait, d'abord à quatre pattes, ce que je vis un peu plus loin m'effraya, au point que j'eus l'impression que mes cheveux se dressèrent sur ma tête et que mon cœur s'arrêtait de battre. Le clair de lune était tel que malgré l'épais store jaune descendu devant la fenêtre, on distinguait parfaitement tout ce qu'il y avait dans la chambre. John Harker, étendu sur le lit, se trouvait à côté de la fenêtre, avait le visage empourpré, respirait péniblement dans une sorte de torpeur. Agenouillé sur l'autre lit, en fait sur le bord de ce lit, ce qui était le plus proche de nous, se détachait la silhouette blanche de sa femme, et près d'elle se tenait un homme, grand et mince, habillé de noir, bien que son visage ne fût pas tourné vers nous tous. Aussitôt nous reconnûmes le comte. Dans sa main gauche, il tenait les deux mains de Miss Harker, ou plutôt il les écartait de son buste autant qu'il le pouvait, de sorte que les bras de la jeune femme fussent entièrement tendus. De sa main droite, il lui tenait la nuque, l'obligeant à se pencher sur sa poitrine. Sa chemise de nuit blanche était tachée de sang, et un filet de sang coulait sur la poitrine de l'homme que sa chemise déchirée laissait à nu. À les voir tous les deux ainsi, on imaginait un enfant qui aurait forcé son chat à mettre le nez dans une soucoupe de lait pour le faire boire. Lorsque nous nous précipitâmes tous plus avant dans la chambre, le comte tourna la tête et son visage blême prit cette apparence diabolique dont Harker parle dans son journal. Ses yeux flamboyaient de colère, les larges narines du nez aquilin s'ouvrirent plus grandes encore et palpitaient. Les dents blanches et pointues que l'on entrevoyait derrière les lèvres gonflées d'où le sang dégoulinait étaient prêtes à mordre comme celle d'une bête sauvage. D'un mouvement violent, il rejeta sa victime sur le lit, se retourna tout à fait et bondit sur nous. Mais le professeur, maintenant debout, tenait vers lui l'enveloppe contenant la Sainte Hostie. Le comte s'arrêta net, comme Lucie l'avait fait à la porte de son tombeau, et recula. Il ne cessa de reculer, devenant, eût-on dit, de plus en plus petit, tandis que nous, nos crucifix en main, nous avancions vers lui. Soudain, un gros nuage noir couvrit la lune, et quand Kinsey donna de la lumière, nous ne vîmes plus rien d'autre qu'une légère vapeur. Tandis que, étonnés, nous regardions autour de nous, cette vapeur disparut sous la porte, par laquelle, après le coup dont nous l'avions ébranlé, s'était refermée. Van Helsing, Arthur et moi nous approchâmes alors du chevet de Miss Harker, qui, enfin, venait de reprendre son souffle, et en même temps avait poussé un tel cri de détresse qu'il me semble qu'il résonnera à mes oreilles jusqu'au jour de ma mort. Pendant quelques secondes encore, elle resta prostrée. Son visage était effrayant, d'une pâleur d'autant plus frappante que les lèvres, le menton et une partie de ses joues étaient couvertes de sang. De sa gorge coulait un filet de sang, et ses yeux étaient pleins d'une terreur folle. Bientôt elle se couvrit le visage de ses pauvres mains meurtries, qui portaient la marque rouge de l'extraordinaire poigne du comte. On entendit un faible mais douloureux gémissement, et nous comprîmes que le cri, poussé un peu plus tôt, était seulement l'expression momentanée d'un désespoir qui n'aurait pas de fin. Van Helsing ramena doucement la couverture sur elle, tandis qu'Arthur, après avoir un instant regardé son visage, dut sortir de la chambre. Alors le professeur me dit à l'oreille « Jonathan est dans un état de stupeur, semblable à celui que les livres nous le disent, le vampire peut créer. Nous ne pouvons rien pour la pauvre madame jusqu'à ce qu'elle ait repris connaissance, mais lui, nous devons l'éveiller. » Il trempa le bout d'une serviette dans de l'eau froide, en frappa légèrement et à plusieurs reprises la joue de Harker, tandis que la jeune femme se tenait encore le visage entre les mains et sanglotait, à fendre l'âme. Je levai le store, regardai par la fenêtre, la lune brillait de nouveau. Tout à coup je vis Kinsey Morris qui traversait la pelouse en courant et allait se cacher sous un gros if. Que se passait-il ? Je n'y comprenais rien. Mais au même instant j'entendis crier Harker qui reprenait à demi conscience et je me retournai vers lui. Sur son visage on lissait le plus profond étonnement. Comme étourdi, il lui fallut quelques secondes pour revenir complètement à la réalité, mais alors il se dressa sur son lit. Sa femme, que ce brusque mouvement avait distraite une seconde de son tourment, se tourna vers lui, les bras tendus comme pour l'embrasser. Aussitôt cependant elle les retira, se cacha encore le visage dans les mains et se mit à trembler des pieds à la tête. « Au nom de Dieu !» s'écria Harker, « que signifie tout ceci? Docteur Stuart, Docteur Van Helsing, qu'est-ce donc? Que s'est-il passé? Mina, ma chérie, qu'y a-t-il? Et ce sang, Seigneur, mon Dieu, aidez-nous, mais surtout aidez-la! Mon Dieu, oh, aidez-la » implora-t-il en s'agenouillant sur son lit. Puis, sautant à terre, il s'habilla en hâte, prêt à agir comme la situation l'exigeait. « Qu'est-il arrivé? Dis-moi tout » reprit-il. « Le docteur Van Helsing, vous avez beaucoup d'amitié pour Mina, je le sais. Sauvez-la, je vous en prie. Vous le pouvez. Il n'est pas trop tard. Restez auprès d'elle pendant que moi, je le poursuis. » Sa femme, malgré l'état où elle se trouvait, comprit le danger qu'il allait courir, et oubliant ses propres souffrances, lui saisit la main et cria « Non, non, Jonathan, pour rien au monde vous ne devez me quitter. Dieu sait ce que j'ai déjà eu à endurer cette nuit. La crainte qu'à votre tour vous ne soyez sa proie, je ne la supporterai plus. Restez avec moi, restez avec ses amis qui veilleront sur vous. » Plus elle parlait, plus elle s'excitait. Lui pourtant l'écoutait. Elle l'attira vers elle, l'obligeant à s'asseoir sur le bord du lit, et ne lâcha plus.
Van Helsing et moi fîmes de notre mieux pour les calmer tous les deux. Le professeur leur montra la petite croix d'or en leur disant avec une pondération admirable « Ne craignez rien, mes enfants, nous sommes ici, et aussi longtemps que cette petite croix est près de vous, nul malheur ne peut vous arriver. Pour cette nuit, donc, vous êtes à l'abri. Gardons notre calme et réfléchissons à ce qu'il faut faire. » Elle continuait à frissonner et se taisait, la tête appuyée contre la poitrine de son mari. Quand elle la releva, je vis ses lèvres avaient marqué de sang la chemise de Harker, également tachée de gouttes de sang provenant de la blessure qu'elle avait à la nuque. Dès qu'elle s'en rendit compte, elle eut un léger mouvement de recul, dit en gémissant à travers des sanglots étouffés. « Impure, je suis impure, jamais plus je ne pourrai le toucher ni l'embrasser. Oh, pensez que c'est moi qui suis maintenant son pire ennemi, que c'est moi surtout qu'il doit craindre. » « Mais non, Mina, répondit-il avec fermeté. Pourquoi parlez-vous ainsi? Vous entendre me fait honte, et je ne veux plus qu'il soit question de ceci entre nous. Que Dieu m'éjuge et m'inflige des souffrances telles que j'en ai jamais encore connues, si par ma faute quelque malentendu nous sépare un jour. » Il la prit dans ses bras et la serra contre lui. Elle resta ainsi quelques moments, sanglotant toujours. Lui nous regardait par-dessus la tête de la jeune femme, les yeux remplis de larmes, les narines palpitantes et les lèvres jointes, signe d'une volonté inébranlable. Finalement, ses sanglots s'espacèrent, et alors Harker me dit, en s'efforçant de parler avec calme, ce qui, je le sentais, le mettait à rude épreuve sa résistance nerveuse. « Maintenant, docteur Suard, racontez-moi comment tout cela est arrivé. Le résultat, je ne le vois que trop. »